Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une discussion entre mes amis étudiants et novices dans le domaine de l'investissement. Je tiens à remercier Lucas, Maxime et Romain pour leur contribution à cette vidéo. Je vous laisse dès à présent avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Peut-être partager vos expériences. Déjà, si je vous dis investissement, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous avez déjà investi via des plateformes? Moi, je m'étais pas posé trop de questions au départ. J'avais commencé avec Lydia parce que c'est quand même une application que j'avais déjà, quelque chose d'assez facile. J'avais pas besoin de créer un nouveau compte, etc. Donc, par facilité, j'étais allé sur Lydia. Je pense qu'il y a des frais au moment d'achat des actions et des reventes qui sont plus élevés que pour certaines autres applications. C'est sûr que c'est pas la plus optimisée. Après, je le faisais un peu au départ, c'était un moyen de un peu se familiariser avec ce monde, tester différentes choses avec des achats sur différentes entreprises, différents domaines. L'IA effectivement propose que ce soit de la crypto, des métaux, entreprises. Et même maintenant, il y a les ETF. Alors ça, moi, je vois pas du tout ce que c'est, donc j'avais pas fait. Du coup, j'avais testé un peu que ce soit les métaux, la crypto et les entreprises. J'avais essayé d'aborder différentes approches. Donc, soit avec du coup, sur les entreprises, plutôt des entreprises sur lesquelles je pensais qui allaient monter à la suite d'investissements. Oui. Pour les cryptos, je misais plutôt sur la volatilité de certaines cryptos. Donc avec des cryptos très peu chers, je me disais, bon, bah, si ça prend, si la crypto passe de, là j'en ai, par exemple, j'ai investi dans une qui est à 0,008 centimes, 0,008 euros, donc vraiment à rien. Et tu te dis au final, si ça passe à 10 centimes, cette crypto-là, et bah, en fait, ça a fait plus 800%. Et toi, en fait, avec 3 euros investis, tu gagnes presque 2000 euros, quoi. Donc, et après, sur les métaux, c'était un peu plus du placement long qui, de toute façon, reste plutôt stable, j'ai l'impression. Personnellement, j'ai commencé, à investir, récemment, comme, je l'ai dit tout à l'heure, courant novembre. Il faut savoir que, pas de chance ou juste les marchés, depuis que j'ai investi, il y a eu aucune, augmentation notable. Les marchés ont été stables, voire même, en descente. Mais c'est pas que pour autant j'ai arrêté, j'ai continué d'investir un peu tous les mois et ça m'a pas freiné, on va dire, et c'est très récent et j'ai investi sur, plusieurs choses, des ETF, mais aussi, des actions et les cryptos, non, c'est pas mon truc pour l'instant. Me concernant, ouais, à l'époque, j'avais fait un peu de Lydia comme Lucas, vite fait, mais je m'étais vite arrêté parce que j'avais mis sur une crypto comme ça et je vais pas gagner, voire ça descendait. Là, je l'ai toujours actuellement. Je me dis peut-être qu'un jour, dans 10, 20 ans, je dirais, oh, super, gagné 1 euro depuis le début. Et sinon, non, pas, j'ai pas beaucoup investi dans rien, en fait. Je vais revenir sur le sujet là qu'on a un petit peu abordé, peut-être un peu plus détaillé. Ça va plus concerner donc Maxime et Lucas. Pourquoi vous vous êtes lancés dans l'investissement? Moi, au départ, c'était un peu, effectivement, tiens, Lydia propose ça, c'était un pas que j'étais pas allé faire, avant. J'avais pas eu la volonté et puis aussi je pensais pas forcément avoir, les fonds, nécessaires, et j'étais encore étudiant et cetera. C'était peut-être pas le moment, de commencer, vu que j'avais aucun salaire. Et effectivement, avec Lydia qui proposait, cette possibilité, du coup, j'avais commencé à investir avec des petits fonds comme ça, juste pour tester un peu. Plus pour, c'était plus au final comme un peu un jeu de regarder comment ça marchait que plutôt que vraiment, quelque chose de très, très suivi, quoi. Moi, du coup, j'ai toujours un peu pensé, je me dis: «Ouais, ça pourrait être bien», mais à chaque fois, je me disais: «Bah, j'ai pas de sous et j'y connais rien». Donc j'attendais de connaître des gens peut-être qui connaissaient quelque chose, qui avaient un peu d'expérience. Donc je suis tombé sur Nicolas qui, s'est un peu lancé dedans, qui a un peu découvert les trucs, tu vois? Et je l'ai laissé un peu, faire l'expérience, faire un peu son expérience, pendant ces quelques temps là et ça a l'air de plutôt bien marcher donc je me dis: «Bah, peut-être que maintenant il peut nous instruire ou nous un peu faire part son expérience et tout sur le truc». Donc voilà, là maintenant je qu'en plus je commence à avoir un peu de sous à mettre quelque part donc voilà, maintenant, j'y ai pensé. Et Maxime, en ce qui te concerne, pourquoi ne pas avoir investigué de ton côté,
Pourquoi ne pas avoir fait des recherches, mais d'avoir plutôt attendu que quelqu'un de ton entourage s'intéresse au sujet? Parce que pour moi, c'est un peu du chinois. Je me dis, c'est des trucs, faut réfléchir. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Combien je mets? Où je mets? Nanana. Donc c'était trop de trucs. En plus, ça fluctue quand même beaucoup avec ce qui se passe autour, quoi, que ce soit politiquement, tout le bordel et tout. Donc, ouais, je me suis dit que c'est quand même un gros truc. S'il faut s'intéresser dedans, c'est quand même un gros truc à faire. Puis il fallait que j'attende aussi un peu quand même d'avoir des sous pour me pencher dessus. Mais voilà, c'est parce que pour moi, c'est du charabia, quoi. Romain, du coup, on va revenir sur la question d'avant. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'investissement? Même si tu as déjà un petit peu exposé dans tes précédentes interventions, mais peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Dans le détail, on va dire que là, récemment, je me suis intéressé, enfin, c'est une histoire un peu longue, mais j'ai commencé à écouter, des podcasts, des machins. Je me suis intéressé un peu à l'entrepreneuriat et rien à voir, on va dire qu'en écoutant des podcasts sur Légende Podcast, il y a eu des podcasts hyper intéressants par rapport à tout ce qui est investissement, tout ça, dont, le podcast de, Mathias Bacchino qui, expliquait très bien, comment fonctionnait Trade Republic, tout ça et je m'y suis intéressé et ayant un peu de fonds via, le fait que je sois en alternance, j'ai pu commencer à investir mes 1ers euros, là-dedans, à ce moment-là. Ce que tu viens de nous exposer, Romain, c'est très intéressant. Et Maxime, Lucas, pareil. En fait, ce qui est bien, c'est que dans ce que vous avez présenté de votre expérience, même si elle n'est pas très grande, en fait, on reconnaît tout de suite les craintes des jeunes investisseurs ou en tout cas des novices dans le domaine. Notamment, je ne sais plus si c'est Maxime ou Lucas qui en parlait. Vous disiez que on comprend pas trop les marchés, on ne sait pas sur quoi investir. Les marchés, un coup ça monte, un coup ça descend, et on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi ça se passe comme ça. Parce qu'en fait, c'est très simple à comprendre. En France, les Français épargnent énormément, notamment via les livrets A, les assurances vie. Est-ce que, enfin moi tu vois, je connais pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pouvoir investir, mais sans se retrouver dans la situation de dépendre du coup d'une entité au-dessus, c'est-à-dire de pouvoir aller sur les marchés financiers sans avoir donc soit une banque, soit comme Trade Republic par exemple. Est-ce qu'il y a des entités un peu différentes, ou alors est-ce qu'on peut y aller même presque nous tout seuls acheter une action? C'est quelque chose dont j'ai pas parlé encore. C'est le droit de propriété privée. C'est un droit qui est fondamental, que l'État français essaie de nous retirer d'ailleurs, pour anecdote. Et en fait, l'avantage de ce droit de propriété privée, c'est que si tu passes par un courtier, comme on disait, Trade Republic, De Giro ou tout autre courtier, en fait, tout ce que tu achètes, que ce soit des matières premières, des actions, des ETF, des cryptos, c'est que tu es propriétaire de ces entités-là. Et même si ton courtier venait à faire faillite, en fait, ce qui se passe, c'est que comme toi, tu es quand même propriétaire des actions que tu as achetées, et bien quelque part, en fait, tu vas quand même les récupérer. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, tu es propriétaire d'une action. Par exemple, je ne sais pas, tu as acheté du Total, tu es propriétaire des actions Total. Imaginons Trade Republic fait faillite, bah, tu seras toujours propriétaire de ces titres-là et tu vas juste te retrouver sur un autre courtier pour pouvoir réaccéder au marché financier. C'est vraiment le droit à la propriété privée, c'est-à-dire que tout ce que tu achètes, tu le possèdes. Oui, eux, ils se font leurs bénéfices en fait que sur toutes les petites commissions qu'ils vont prendre lors de tes différents déplacements d'argent. C'est ça. En fait, c'est les frais de courtage. C'est-à-dire, dès que tu achètes une action, dès que tu vends une action, tu vois, par exemple, Trade Republic, c'est 1 euro, l'achat ou la vente d'actions. Toutes ces transactions-là, c'est ce qu'ils vont récupérer, c'est la commission qu'ils prennent pour se financer eux-mêmes. Là, donc, tu vois, par mon expérience avec Lydia, j'ai pas le souvenir d'avoir, et ça se trouve, je l'ai, et c'est dans des fichiers auxquels j'ai jamais accédé. Et peut-être à travers des mails, j'avais des justificatifs, mais ça m'a pas marqué effectivement de recevoir vraiment un justificatif comme quoi j'avais bien une action en ma possession. Et ça se trouve, c'est complètement une erreur de ma part et que c'est passé sous mes yeux et qu'en fait j'ai juste supprimé ce mail en me disant c'est bon, oui, je suis au courant que j'ai acheté pour 15 euros ça et je m'en fiche de recevoir un mail de validation. Alors qu'en fait, dans ce mail de la validation, il y avait peut-être l'élément qui, si jamais Lydia partait en cacahuète et faisait faillite, il y avait la pièce qui me permettait de récupérer ces actions-là qui m'appartenaient, quoi. Ouais, bah, c'est exactement ça. Là, j'ai l'exemple, là, j'ai refait des placements là, cette semaine sur De Giro et j'ai tous les mails. J'ai bien ma demande d'ordre qui est placée sur le marché. Donc j'ai eu un mail pour ça. J'ai eu un deuxième mail qui ensuite m'a confirmé que mon ordre d'achat a été validé et donc que je suis en possession de X parts de ce que j'ai acheté.
Est-ce que ça a un réel intérêt de mettre 500 € sur le livret A en début de mois, par exemple, et de le retirer petit à petit? Le livret A, c'est de l'argent que j'ai directement, mais en soi, sur mes courtiers, ce que j'ai investi, je peux le vendre aussi à tout moment et me le verser sur mon compte. OK, OK. Ouais, tu pas encore trop l'habitude de faire, via, les actions alors qu'en soi, c'est à peu près le même principe que tu peux récupérer l'argent et le truc, quoi. Oui, et puis il y a un autre point auquel je viens de penser, c'est que sur ton courtier, quand tu achètes des actions, tu peux acheter uniquement lorsque les marchés financiers sont ouverts. Et imaginons Ouais. que là, on est dans le cas que je disais où je mets quasiment tout sur le livret A. Là, on est quoi? On est samedi. Imaginons ce soir, je sors. J'ai besoin d'argent parce que j'ai pas assez sur le compte courant. Je peux pas vendre mes actions sur le courtier. Du coup, comment je fais? Alors que le livret Ouais. A, comme le virement est instantané, bah en fait, qu'on soit dimanche à minuit ou mardi à midi, je peux me faire mon virement à tout moment. OK. Et du coup, est-ce que tu as quand même mais du coup, tu as une répartition un peu ou pas? Genre là, tu as considéré des trucs où une partie de ton argent qui servait à investir et tu en mets un pourcentage sur ton livret A et après le reste, tu l'utilises, enfin, tu investis vraiment dans les actions et tout, quoi. Oui, c'est ça. Ce pourcentage, il est à peu près de combien, toi? J'avoue que De Giro, j'ai commencé un peu plus récemment. Et en ce moment, avec la chute des marchés, qui est pas non plus une chute énorme, j'ai un pourcentage qui est quand même assez négatif. Par contre, sur Trade Republic, où j'ai commencé il y a assez longtemps, j'ai pris 10%. 10,66% exactement. Et j'ai commencé en mois de juillet 2024. Donc même si on compare ça à un livret A qui te fait gagner 2,5-3%, tu vois que je suis quand même 3 fois au-dessus du taux du livret A. Alors oui, certes, la volatilité, j'ai pas la même sécurité qu'avec un livret, mais par contre, le fait de se renseigner, de s'intéresser un petit peu aux finances, tu sais où placer tes pions, et après, bah, tu as juste à attendre. En réalité, les marchés, t'as pas besoin d'être connecté tous les jours pour regarder ce qui se passe. Au début, ça peut être un peu impulsif de te dire, ouais, est-ce que j'ai gagné de l'argent, est-ce que j'ai perdu? Mais en vrai, c'est pas la bonne démarche. Et puis psychologiquement, c'est pas le meilleur truc à faire. Parce que tu te dis, ouais, mais au final, en fait, c'est le casino, quoi. Aujourd'hui, j'ai gagné 10 balles, alors qu'hier, j'en ai perdu 20, tu vois. Mais par contre, effectivement, tu regardes sur le long terme, tu te dis, bah ouais, mais je gagne. Ok, il y a eu des périodes où vraiment j'ai pris, je sais pas, moins 50 € sur la journée. Ouais. Mais par contre, tu regardes 6 mois après, tu te dis, mais au final, j'ai gagné 200, quoi. Ouais, ça, par contre, c'est que tu parles des marchés financiers et que tu parles d'actions d'entreprises et d'ETF. Et sur de la crypto, je suis pas sûr que ce soit l'idée à avoir. Ou peut-être que je me trompe. Les cryptos, c'est différent parce que les cryptos, déjà, c'est un produit qui est spéculatif. C'est comme les produits à action de levier où en fait, c'est un peu vraiment, c'est du pari, quoi. C'est, ok, je pense que tel crypto va monter, donc je vais miser dessus. Alors que la différence avec des actions ou des ETF, donc certes, on peut pas prévoir le marché financier parce que ça dépend des gens, hein. Quand il y a des grosses baisses, c'est juste parce que les gens vendent en masse. Mais globalement, en fait, tu regardes les ETF ou les actions, tu suis la politique des entreprises. Tu sais que telle entreprise, ça tourne bien, qu'elle va investir dans des nouvelles, je sais pas, par exemple, ils ont besoin de nouveaux locaux, de nouveaux entrepôts. On va prendre l'exemple d'Amazon. Admettons qu'Amazon a besoin de construire des nouveaux entrepôts parce que l'entreprise tourne super bien et qu'ils ont envie d'accélérer encore plus de réduire les délais de livraison pour que les gens soient livrés encore plus vite. Et ben, admettons que leur capital continue de grossir, ils font des bénéfices parce que les gens consomment encore plus. Et c'est ce qui fait que tu peux à peu près prévoir et te dire, OK, cette entreprise, je sais que dans 1 an ou même dans 6 mois, elle va toujours tourner, ça va bien se passer, elle va pas faire faillite. Et donc, je sais que l'argent que j'aurai investi, bah, j'aurai gagné de l'argent en plus dessus. Et du coup, pour revenir sur les cryptos, c'est aussi un peu différent parce qu'une action, c'est détenir une part d'entreprise. Les cryptos, c'est de la monnaie. Alors, c'est une monnaie qui est particulière parce que contrairement au dollar, à l'euro ou toute autre monnaie, elle n'est pas détenue par un État. C'est la particularité des cryptos, c'est que ce sont des monnaies qui sont décentralisées. Et du coup, bon après il y a différentes technologies en fonction des cryptos, mais ce qui fait qu'il n'y a pas un État qui peut dire ok je vais bloquer le taux de tel crypto à un certain taux. C'est ce qui se passe par exemple avec le Japon, le yen, où en fait ils sous-évaluent vachement leur monnaie, mais en contrepartie ça favorise les exportations de l'Asie vers le reste du monde. Et c'est ce qui fait qu'en partie l'Asie est ultra compétitive en termes d'exportation.
C'est parce qu'en fait, ils ont la main sur leur monnaie. Et c'est quelque chose qui n'est pas possible avec, par exemple, le Bitcoin.